soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on est de retour sur Futsal Zone pour une nouvelle émission, c'est déjà la 7e de la saison, on avance et on est très heureux d'être avec vous donc pour pouvoir débriefer un petit peu de tout ce qui s'est passé durant cette journée, le sommaire de l'émission avec donc le débrief de cette journée, on reviendra sur les temps forts également, l'interview avec l'invité, un petit portrait chinois qu'on pourra faire, les classements, la prochaine journée. Tout ça, voilà, environ pendant 45 minutes, on va parler futsal avec notre invité du jour. Vous le savez, sur la première partie de saison, voilà, on aime bien recevoir différents profils, essayer de faire voilà, plaisir aussi à tous les clubs. Et là, on a... Ah oui, évidemment, à chaque fois, je l'oublie, et sinon je vais me faire taper sur les doigts. L'application, évidemment, juste voilà, un petit mot, n'hésitez pas à la télécharger. Vous pouvez scanner le QR code. Et puis, on est sur YouTube aussi pour cette émission. Voilà, petite nouveauté, ça fait encore plus de canaux de distribution pour cette émission. Donc, n'hésitez pas à partager également sur YouTube. Voilà, donc, c'est bon pour l'invité maintenant. Il est là, je disais, voilà, on aime bien recevoir plein de profils différents. Et notre invité, Cédric Desgrasses, il a un profil très intéressant et on va évidemment apprendre à mieux le connaître. Salut Cédric, bienvenue en tout cas dans l'émission 100% Futsal. Salut Steven, merci beaucoup pour l'invitation. Salut à tous. Eh ben, merci à toi. Je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les résultats de cette journée. Alors voilà, tu as été invité pas au meilleur des moments pour ton équipe après ce week-end. On va voir justement les résultats qui vont apparaître. Et, Effectivement. Week-end compliqué. Voilà, le débrief de la journée, le premier match, l'Étoile Lavalloise face à Kingersheim, donc défaite 8-0, on va évidemment reparler. La victoire du KB United dans les derniers instants face à l'équipe d'Hérouville qui n'y arrive toujours pas. Le Sporting Club de Paris continue sa descente aux enfers, défaite à domicile face à Gaulle. Le Toulon Lead Futsal qui est parti arracher une victoire du côté du Paris Akasa en deuxième mi-temps. Le match nul 0-0 à vérifier, mais ça serait une première depuis plus de 15 ans. Mais en tout cas, ça a été un beau match malgré tout. Et puis, la victoire de Béthune dimanche. On va revenir sur tout ça. On va commencer donc avec le match de l'invité. Le match de cette équipe de Kingersheim qui était sur une belle série. Cédric, raconte-nous tout ça. Voilà, tout simplement, Laval était trop fort. Voilà, c'est tout dit. Hein. Laval, ils sont vraiment au-dessus du lot. Je pense qu'il y a 2 classes d'écart entre Laval et les autres équipes du championnat. Franchement, c'est très difficile de jouer Laval et en plus chez eux, c'est encore plus compliqué. Bon, on espérait qu'après la Ligue des Champions, ce qu'ils seraient un peu fatigués, mais on a vu que le rouleau compresseur, il était toujours à fond. Et on en a fait les frais cette semaine, ce week-end. Bon, après, voilà, on va relever la tête et se mettre au travail dès ce soir. Ouais, vous aviez un calendrier pas évident avec notamment, il y avait eu ce match à Nantes, ce match face au Sporting aussi. Là, Laval, pourquoi vous n'avez pas réussi sur ce coup-là à essayer au moins de les titiller, de les faire un petit peu douter? On avait mis un plan de jeu en place. Une première mi-temps qui a, entre guillemets, assez bien fonctionné en première mi-temps, car il n'y a que 2-0 en première mi-temps et nous avons des occasions de scorer. Malheureusement, bon, Louis Marc a fait ce qu'il a fait sur la première mi-temps. Et après, malheureusement, deuxième mi-temps, on menait 2-0, on a oublié de se découvrir. Et là, malheureusement, on a laissé trop d'espace. Notre powerplay n'a pas été aussi efficace que d'habitude. D'habitude, on prend souvent powerplay. Là, ça n'a pas été le cas. Et on s'est fait punir. Et malheureusement, voilà, le score, il est sévère. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a vu justement un power play comme ça dès le retour de la deuxième mi-temps. Alors il y a malheureusement une perte de balle de Mathéus, c'est derrière un but. C'était voulu, c'était un choix tactique, j'imagine. Raconte-nous un petit peu ce petit pari osé peut-être. Oui, c'était voulu, hein, dès le retour au vestiaire. Le coach nous a dit qu'on serait passé en powerplay. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait contre Toulouse. On était mené 3-0 à la mi-temps. On était passé directement en powerplay au retour des vestiaires. On a su égaliser et revenir à 3-3. Après, bon, on perd le match. Mais là, c'était on était sur la même philosophie. On fait confiance à ce qu'on fait à l'entraînement. On a tenté de remettre en place contre Laval. Bon, malheureusement, voilà, cette fois, ça n'a pas fonctionné. Mais on a des certitudes. On va continuer à travailler pour que les prochaines fois, ça se passe mieux. Ouais, voilà, ça a été compliqué. Un mot quand même sur cette équipe
Alors je sais pas si c'est le bruit de fond, si tu peux faire attention, on entend un bruit de fond, je sais pas si ça vient de chez toi. Est-ce que cette équipe de Laval, t'as regardé aussi un petit peu les matchs de Ligue des Champions? Est-ce que tu penses qu'ils ont peut-être une chance d'aller atteindre le Final Four? On a vu le tirage au sort compliqué avec le Barça, Eboli et Riga. Mais voilà, toi qui les as joués récemment, qui les côtoie aussi depuis une saison et demie à peu près, voilà, comment tu sens cette équipe de Laval? Ben, sincèrement, effectivement, ils ont un tirage au sort assez compliqué. Mais vu l'effectif, vu ce qu'ils proposent depuis maintenant 2 saisons, je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent réaliser un exploit et pouvoir se qualifier pour le Final Four. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Il y a de la qualité, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui se jouent au niveau international depuis pas mal de temps. Donc, je pense qu'ils ont de quoi rivaliser avec ces équipes également, même si effectivement ça reste sur le Barça et Riga, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, et ben merci en tout cas. Bon voilà, on t'a pas accueilli avec le meilleur des matchs de Kingersheim, mais ça arrive aussi, ça fait partie du sport de haut niveau et je suis sûr que Kingersheim va continuer, comme tu le disais, de travailler, de se remettre de cette défaite. C'est toujours intéressant parfois de perdre même 8-0. Ça permet de corriger un petit peu ce qui n'a pas été. Voilà pour nouvelle victoire donc de Laval, 7 matchs, 7 victoires. Les Lavallois qui continuent leur marche en avant et qui sont toujours leader du classement. On va passer à l'affiche de cette journée. Alors si vous n'avez pas vu le match et que vous dites bon bah 0-0 entre Nantes et Toulouse, le match devait pas être fameux. J'ai eu la chance de le commenter. C'était vraiment un super match de futsal. Ça peut paraître étonnant parce qu'il n'y a pas eu de but. Il y a eu beaucoup d'occasions, notamment les Nantais qui ont tiré 3 fois sur le poteau. On a vu un vrai match tactique. Cédric, un mot sur voilà, ces deux équipes qui pour l'instant, en tout cas l'UJS Toulouse, maintient son cap pour les playoffs et Nantes, on le sait depuis plusieurs saisons, ça fait partie de deux des belles équipes de cette D1. Ah, effectivement, ben, l'UGS Toulouse qui réalise un très très bon début de championnat. L'année dernière, ça a commencé, je pense que c'était contre nous. Dès leur victoire contre nous au match retour, après ils ont enchaîné pas mal de bons résultats. Je pense que ça fait un petit moment qu'ils ont la même ossature. Ils ont rajouté quelques éléments. Mais c'est une équipe qui, voilà, qui se connaît très bien. Donc maintenant, ils commencent à récolter les fruits de leur travail. Après, concernant Nantes, voilà, c'est un top club du championnat de France depuis des années. Donc c'est une surprise maintenant. Et c'est normal de retrouver ces deux équipes en haut du classement. Après, ils se sont neutralisés ce week-end. Je pense que voilà, ça montre que les deux équipes sont à peu près du même niveau cette saison. Ouais, vous les aviez joués, hein, notamment Nantes la semaine dernière, et puis cette équipe de Toulouse un peu plus en début de saison, il me semble. Raconte-nous notamment cette victoire face à Nantes. Vous étiez mené 2-0 et puis vous avez réussi à revenir. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match-là? Bon, on va pas se mentir, hein, au retour des vestiaires, on était mené 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on a voulu emballer le match. Et à entre guillemets, ce carton rouge de Francis Lococa qui nous permet de marquer tout de suite. On marque tout de suite sur l'action du carton rouge. Donc à 2-1. On va dire que de notre côté, la dynamique s'inverse. Ça devient plus positif. Et du coup, on arrive à emballer le match, on était à domicile. Même, le gymnase, il était rempli, il y avait pas mal de supporters qui nous ont bien poussés. Et du coup, pendant 5 minutes, on a réussi à mettre beaucoup de folie et à concrétiser nos actions. Et après, on a bien su défendre leur powerplay et su scorer sur leur powerplay pour tuer le match. Ouais, voilà, donc, et on revoit un petit peu les occasions avec deux très grands gardiens ce soir, enfin en tout cas ce week-end dans ce match, Thibaut Garros et Jérémy Lévesque. Voilà donc pour l'affiche qui n'aura pas vu de but, mais on aura vu quand même de belles actions. On va passer à la suite de cette journée. Alors c'est une journée un petit peu particulière, hein. On a eu seulement 32 buts. Une moyenne de 5 buts environ, avec ce match aussi qui a mis très très longtemps à se dessiner, avec la victoire du KB United dans la dernière minute, un but de Gustavo, qu'on va voir, ça a été très serré. Tozzarelli aussi qui a fait un énorme match, et puis voilà, sur cette image, Ronny Zakei qui décale Gustavo, la frappe ensuite est parfaite. Compliqué pour Hérouville qui n'y arrive pas pour l'instant. Vous avez connu ça, des périodes un petit peu plus compliquées, hein, du côté de Kingersheim. Comment on s'en sort? Est-ce qu'on a l'impression d'être un petit peu maudit, de pas réussir? Est-ce que dans la tête aussi on perd un peu confiance? Voilà, raconte-nous. Oui, effectivement, quand on est dans cette situation, on se dit que voilà, des fois, le sort s'acharne contre nous. On n'a pas par exemple, le poteau, il va pas faire poteau entrant, il va faire poteau sortant. Il y a plein de petites choses en fait qui sont négatives.
Et après, voilà, pour s'en sortir, c'est toujours travailler et surtout garder la cohésion, car dans ces moments-là, c'est vraiment le groupe qui fait la différence. L'année dernière, ça s'est vu pour nous. Jusqu'à la dernière seconde, on s'est battu. Et entre guillemets, c'est quelqu'un qui était plus là, mais qui faisait partie du groupe, qui nous donne le but pour se maintenir en D1. Donc, vraiment, c'est la cohésion qui fait la différence dans ces moments difficiles. Ouais, bah de la cohésion, il y en a du côté d'Hérouville, hein, évidemment, avec notamment les frères. Là, voilà, on leur souhaite de réussir à revenir et gratter les premiers points dès ce week-end, notamment, ça va être important pour pas se faire distancer. Et le KB qui fait une des bonnes opérations de cette journée, qui remonte à la 5e place. Voilà, victoire 1-0. Premier but de Gustavo cette saison, le Brésilien. On passe à la suite avec ce match aussi qui était important, le Sporting. Voilà, c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue extérieur, on est surpris, mais c'est vrai que y a une pluie de blessés dans cette équipe. Vous les avez joués aussi justement à domicile il y a 2 semaines. Ça va être un match totalement fou avec plein de rebondissements. Un petit mot sur cette équipe. Voilà, qui doit jouer avec des jeunes joueurs, qui doit jouer avec des joueurs qui ne sont pas tout le temps titulaires. Ça fait partie aussi du sport de haut niveau. Comment tu les avais sentis, toi, un petit peu, quand vous les avez joués à l'Al Carpentier? Alors moi, malheureusement, j'avais pas Ah, pu t'étais jouer quand j'étais suspendu, ouais. suspendu. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, mais après, j'ai quand même fait le déplacement avec le groupe. Donc, effectivement, ils ont une pluie de blessés, donc compliqué, hein. Après, on sait que dans le sport de haut niveau, quand on a pas mal de joueurs de son effectif absents, ben, ça change un peu la donne. Et malgré ça, ils nous ont donné quand même du fil à retordre. On a réussi à gagner chez eux, c'était quand même un exploit. Après, je pense que si le Sporting, ça reste une grande équipe du championnat de France, je pense vont pouvoir se relever. Donc, je m'inquiète. Pour l'instant, moi, je m'inquiète pas pour eux. Je pense que une fois qu'ils auront trouvé le chemin de la victoire, ça va repartir, je pense. Ouais, voilà, on voit quelques buts là, avec notamment David Rondon, les Parisiens ensuite qui sont revenus à 3-2, et puis Gaulle qui donc l'a emporté à l'extérieur. Voilà, belle victoire. Des buts de Ben Chérif aussi, de Ramirez notamment. Voilà, donc victoire de Gaulle qui se rattrape aussi et qui prend 3 points très importants. Donc le Sporting qui va devoir réagir impérativement. On passe à la suite avec l'autre match de 18h45 à Casa face à Toulon. À Casa qui a mené 2-0 avec notamment ce superbe but là de Diallo. Et puis voilà, les Toulonnais, on les sentait en difficulté. Ils sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Et puis ils ont su revenir un petit peu. On parlait tout à l'heure, tu disais Cédric, cette équipe de l'UJS Toulouse qui se connaît bien. C'est vrai que cette année, le Toulon Elite Futsal, c'est un petit peu le même profil avec un 4 de base qui se connaît bien, un autre 4 aussi qui est très fort. Un petit mot sur cette équipe aussi de Toulon qui est en train de retrouver, entre guillemets, sa vraie place. Ouais, effectivement, l'année dernière, ils n'ont pas fait la même saison. Après, la saison encore longue, hein. Mais effectivement, on retrouve le Toulon qu'on a connu ces dernières années. Un Nito qui est super performant. Et comme tu dis, c'est une équipe aussi qui se connaît depuis un petit moment. Même les recrues, je pense à Mossab qui a déjà connu Toulon. Donc, c'est des recrues qui connaissent déjà le club. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que voilà, quand on regarde son ossature, il travaille un peu de moment, bien, il finit par payer et on retrouve le haut du classement. Ouais, voilà. En tout cas, ça a été un match vraiment très disputé. Akaza qui a tout donné, qui s'est fait voilà, un petit peu avoir sur la deuxième mi-temps. Mais ce fut une belle rencontre. Et donc, victoire de Toulon, elle aussi, qui est importante. On le verra tout à l'heure au classement. Et puis, pour terminer ce petit tour-là de cette 7e journée, il y avait un match dimanche. Avec notamment un but ultra rapide de Béthune et une victoire donc de Béthune en terre corse. On s'attendait peut-être à un avantage pour l'AC Ajaccio qui était en bonne forme. Béthune qui avait enchaîné quelques mauvais résultats. Ils ont su réagir et ils reviennent bien, les Béthunois. Un mot aussi voilà, sur ce match. Tu regardes toi un petit peu les autres matchs, voilà, comme les autres, quand il n'y a pas d'entraînement, quand il n'y a pas de match. Est-ce que j'ai l'impression que tu as une bonne connaissance futsalistique de manière générale? Oui, non, je regarde beaucoup de matchs, c'est important, surtout que voilà, maintenant, en étant dans le championnat, il faut connaître ses adversaires. Donc on regarde voilà, avec attention les matchs. Effectivement, je pensais que Ajaccio a eu un petit avantage sur ces matchs, surtout qu'ils étaient à domicile. On sait que c'est assez difficile d'aller jouer là-bas. Ouais, finalement, Béthune, ils font un gros match, ils sortent un gros match et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont gagner là-bas. Donc c'est un très bon résultat pour Béthune. Ouais, très très bon résultat de Béthune avec notamment un doublé de Mohamed Diaoun,
un doublé de Raoul Villaverde que tu connais bien aussi, 3 passes décisives pour Abdellah El Balaoui. Voilà, un match complet. Ajaccio a essayé de réagir, mais malheureusement un petit peu trop tard. Voilà, on leur souhaite de revenir aussi aux Corses. En tout cas, voilà pour cette journée. On a vécu une journée avec plus de buts, mais on a eu quand même quelques jolis matchs. Et voilà, donc victoire de Béthune sur le match de dimanche. On passe à la suite de cette émission avec évidemment les temps forts de la journée. Les temps forts avec, comme chaque semaine, le top 5 des buts de cette journée. On va partir en plein écran pendant 2 minutes. Restez bien connectés parce qu'il y a eu quelques jolies pépites. On vous laisse regarder ça et on se donne rendez-vous tout de suite. Ah, bien joué ça, Adamadé. Attention, il y a le décalage. Oui, il a été trouvé, Diallo. Oh, superbe! Le magnifique but de Soumaïla Diallo. Quel geste du numéro 6 de Paris à Casa. On va la revoir, mais quelle action. Regardez, Adamadé, le double contact derrière. Il arrive à trouver Diallo et là, oh, superbe. L'extérieur avec l'effet rétro. On va jouer avec Solano, une 18. Qui va avoir la dernière cartouche, qui va allumer. Oh, c'est bien fait, Gustavo! Gustavo! À 1-0-9 pour crucifier les espoirs d'Hérouville. Qu'il est dur ce but. Il a été laissé tout seul, Gustavo. Regardez, le joli jeu en triangle. Et au 7 mètres, grosse frappe, il ne peut rien. Allez, belle intervention là encore. Ahmed Kadi. Ahmed Kadi. Et derrière la reprise. À bout portant de Rodon. Oh, la belle frappe. Oh, la belle frappe de Ramirez. Quel match. 6 buts déjà dans ce match. On en parlait du Colombien Medellín. Ouais, splendide. Splendide. Bonne défense béthunoise. Ils sont vigilants les Béthunois. Ils peuvent partir en contre. La frappe de Medjed. Magnifique. 2-0. Et ça fait 2-0. Les Ajacciens qui se sont jetés là-bas. Et Medjed qui fait la différence et il finit par une frappe pied droit. Bien joué, Lutin, la frappe. Oh, le but. Celui-ci est très très beau. Il n'avait pas marqué, Lutin. Eh bien, il marque. Parce que, regardez, il est alerté. Il prend ce ballon sur la ligne médiane. Passement de jambe. Le petit pont derrière. Voilà pour les 5 buts. La petite question, Cédric, est-ce que tu as un préféré là? T'es quoi toi? T'aimes bien les dribbles, les belles frappes, les actions collectives? Raconte-nous. Ouais, j'aime un peu de tout, mais mon préféré, malheureusement, c'est celui de Nelson sur ce top 5. Ouais, petit pont sur Emmanuel là, le gardien. Voilà, en tout cas, joli but. Voilà, donc pour les temps forts, on va passer au MVP de la journée, vous le savez. Chaque journée, on élit avec les autres journalistes de Futsal Zone un joueur qui a marqué et son empreinte dans un match. Et cette fois, c'est Nito qui a été omniprésent avec notamment 2 buts, une activité constante aussi. Il a fait mal aux Parisiens et surtout, voilà, il permet à son équipe de repartir avec les 3 points et Toulon qui fait aussi la belle opération. C'est vrai qu'on en parle souvent, hein, Nito, c'est un des personnages de ce championnat, la longévité. Il venait de fêter ses 40 ans, on l'avait vu sur les réseaux sociaux, inviter ses coéquipiers au restaurant. Est-ce que ça te surprend toujours de le voir aussi fort à cet âge-là? Surprenant, non, je ne vais pas dire surprenant, mais c'est vrai que quand même à 40 ans, faire ce qu'il fait encore sur les terrains, c'est vraiment exemplaire en fait, plutôt exemplaire. Ça veut dire que derrière, il y a une hygiène de vie, il y a tout ce qu'il faut pour performer à ce niveau depuis tant d'années. Et c'est un exemple en fait. Et voilà, donc Nito, MVP de cette journée. Belle victoire aussi du Toulon Elite Futsal qui remonte à la 3e place. Félicitations à lui. Un petit mot sur le 5 de la semaine aussi, voilà, avec Jérémy Lévesque, le gardien nantais qui aura fait de multiples arrêts. Raoul Villaverde, ton ancien coéquipier, on en reparlera. Auteur aussi d'un doublé. David Rondon avec goal. Nito, on en parlait. Diego Napoles aussi qui a fait du mal à cette équipe de Kingersheim comme beaucoup de joueurs. Voilà pour ce 5 de la semaine. Vous pourrez retrouver tout ça aussi sur les réseaux sociaux dès demain. Voilà donc pour ce 5. Tu le connais, Cédric, ce 5? Tu as fait un bon début de saison toi aussi personnellement?
Effectivement, oui, j'ai eu la chance d'être dans le 5 lors de la troisième journée contre Toulouse. J'avais fait un triplé. Et ouais, on va dire que le début de saison, ça va pour l'instant. Un peu moins décisif ces derniers temps, mais voilà, on va tout faire pour retrouver des filets et voilà. Et ben justement, on va voir les classements. On va voir les classements tout de suite. Voilà, donc avec, on en parlait, hein, après cette journée, donc, le classement de cette D1 de futsal avec l'Étoile Lavalloise, donc 7 x 3 égale 21 points. L'UJS Toulouse derrière qui se maintient bien, le Toulon Elite Futsal, on en parlait, une des belles opérations. Nantes qui rétrograde à la 4e place. Le KB, Béthune, Kingersheim, Gaulle, AC Ajaccio, Akaza, on voit qu'au final, tous ces clubs sont à 5-6 points. Derrière, un peu plus compliqué pour Hérouville, le Sporting aussi. Cette saison, pour l'instant, là, si on regarde ce classement, il y a Laval, il y a Toulouse, il y a Toulon, ok, mais derrière, c'est très, très serré. C'est une saison de fou encore qu'on va vivre. Là, on a l'impression qu'en 1 ou 2 matchs, n'importe qui peut revenir dans le top 4. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout est serré. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se relâcher, continuer à bosser, car ça peut très vite changer à chaque fois. Chaque journée, ça peut très vite changer. Ouais, j'imagine que après la 7e journée, avoir 9 points, vous avez eu un calendrier quand même pas évident. Vous êtes plutôt satisfait quand même globalement, surtout quand on voit votre classement et qu'on voit des clubs qui ont 0 ou 4 points. Oui, effectivement, globalement, on est satisfait. C'est sûr que voilà, avec le calendrier qu'on avait sur Paris, Nantes et Laval, on prend quand même 6 points. Je pense qu'au début de saison, personne ne nous voyait prendre 6 points contre ces équipes. Donc voilà, on est satisfait. Maintenant, voilà, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On reste quand même ambitieux et on va continuer à travailler pour ranger le maximum de points déjà jusqu'à la trêve et après, on va voir ce qui en sera pour la deuxième partie de saison. Allez, on va continuer les classements et puis on reviendra à l'interview de l'invité évidemment avec le classement des buteurs. Donc Soufiane El Mesrar, encore auteur d'un doublé qui prend un petit peu d'avance. Derrière, il y a quand même 2 joueurs de Kingersheim. Bah, toi, en 10e place, Mathéus. Est-ce que voilà, ça aussi, ça peut être un objectif personnel une fois que tu es là, une fois que tu es installé, tu le disais, tu as envie de retrouver le chemin des filets. Est-ce que peut-être tu t'es fixé un objectif ou est-ce que voilà, tu prends les matchs les uns après les autres? Non, effectivement, quand on y a goûté, c'est sûr qu'on a envie d'y rester. Maintenant, après, c'est pas non plus une obsession. Tout d'abord, l'obsession, c'est de pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs. Et après, si voilà, en étant décisif, j'arrive à porter ma pierre à l'édifice, ce sera un bonus. Mais c'est sûr que voilà, c'est toujours plaisant d'être dans un classement distinctif. Et voilà, en tout cas, des belles individualités, hein, des joueurs qui ont l'habitude de marquer. Rodrigo Viana, notamment Simon Luc, Abdessaman Mohamed, Moudine, mais voilà, des nouveaux visages aussi. Amin Ben Chérif, Fejao qu'on avait reçu la semaine dernière. Un petit mot sur Mathéus aussi, recrue de dernière minute, hein, on a envie de dire. Il s'est vite intégré et il fait du bien à cette équipe de Kingersheim. Franchement, Mathéus, c'est une personne vraiment admirable. Et franchement, dans le jeu, c'est quelqu'un qui facilite vraiment beaucoup de choses. Il a la vision tactiquement, il est très, très intéressant. Et après, sa qualité technique fait tout le temps la différence. Hein. On peut le voir, que ce soit par la passe, il est présent dans le placement des passeurs, buteur également. Il fait énormément de bien à l'équipe et c'est une vraie plus-value pour le groupe cette saison. Et ben voilà, donc qui succédera à Soufiane El Mesrar, auteur de 30 buts la saison dernière. Pour l'instant, le Marocain est encore en tête, mais voilà, il y a du beau monde derrière. On va suivre ça tout au long de la saison. Un petit mot sur les passeurs, avec statu quo en tête, Younes Hassen, Mathieu Faupin, Moussa Haddad et Ismaël Diarra n'ont pas fait de passes décisives. Napoles qui fait 2 passes, El Balaoui 3 passes décisives aussi, on en parlait. Derrière, ça n'a pas bouger, voilà aussi pour le classement des passeurs qu'on va continuer donc de suivre tout au long de cette saison avec pour l'instant Patsoel Moudine qui avait remporté le trophée la saison dernière. Il est plus dans les buts cette saison, mais on va quand même garder un œil sur lui évidemment et sur tous les joueurs de Laval. Un petit mot aussi sur la D2 avant de passer
à l'interview. Le club de Saint-Gall 77 qui est leader de ce groupe A, cœur de Sambre. T'es à Rennes qui est toujours bien placé alors qu'ils viennent de monter, Avion, Lille, il y a quand même pas mal d'équipes. Tu regardes un petit peu, tu as des clubs un petit peu que tu suis, tu gardes un œil j'imagine sur la D2. Oui, bien sûr, je regarde toujours un peu ce qui se passe en D2. Après, je suis pas de club en particulier, mais je regarde juste les résultats, savoir voilà, ce qui se passe un peu. Après, cœur de Sambre, je connais un peu le coach, donc je regarde un petit peu avec plus attention les résultats de cœur de Sambre. Ouais, et Marcouville hein, qui est là, qui vient de remporter une belle victoire, qui a sa saison lancée. Est-ce que parfois tu te dis avec un petit peu moins de, je sais pas, de travail, de réussite, je sais pas comment on peut appeler ça, on aurait peut-être pu être là à la place de Marcouville. Ça va vite hein, le futsal quand même. Ça va très vite, voilà, un millième de seconde et au final c'est malheureusement eux qui se retrouvent là-bas et heureusement pour nous on se retrouve en D1 mais ça va très vite le futsal. Ça va très vite. Évidemment, on va aller suivre Marcouville, notamment avec les frères Sichaïb qui se sont illustrés ce week-end. On passe à la poule B avec le Garge Gibson aussi, ancien champion de France qui est pour l'instant en tête. Derrière, le Racing Club de Strasbourg aussi, attention, hein, section professionnelle qui est en D2. Et puis voilà, un groupe pas évident aussi avec Fastat, avec Montpellier. Pour l'instant, un petit peu plus compliqué pour Pibrac notamment. Neuf aussi en difficulté. Mais voilà, on va continuer de suivre ça tout au long de cette saison. On va passer maintenant à l'interview de l'invité pour apprendre à mieux connaître Cédric Desgras. Et voilà, donc merci en tout cas de pouvoir répondre à nos questions. Voilà, un petit peu, on a regardé, on a travaillé hein, un petit peu. Alors c'est vrai que toi, t'as un parcours un petit peu atypique, tout simplement déjà parce que tu viens de la Martinique et que c'est assez rare hein, au final d'avoir des joueurs de D1 de futsal martiniquais. Raconte-nous un petit peu, voilà, ses débuts. Raconte-nous globalement qu'est le futsal en Martinique. Je sais que c'est quand même assez développé, qu'il y a quelques jolis clubs. Voilà, parle-nous rapidement un petit peu du futsal en Martinique. Ben, le futsal en Martinique, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 6 ans qu'il y a vraiment un championnat de futsal en Martinique. Ben, là, il commençait entre guillemets à bien se développer. Il y a eu la période Covid qui a un peu cassé l'élan. Mais sinon, voilà, ça commence bien à se développer. Il y a eu des sélections, on a des tournois anti-Guyane qui se mettent en place. Et voilà, ça commence vraiment à développer. Je crois que sous cette saison, ils sont à 12 équipes, si je ne me trompe pas. Alors que quand on avait commencé, on était 8 équipes, je crois, 8 ou 10. Donc voilà, ça commence à développer. Il y a les féminines aussi qui commencent à émerger également. Des clubs qui commencent à mettre des sections jeunes en place. Donc voilà, franchement, le travail commence à être bien fait. La Ligue met les moyens également avec des formations pour les éducateurs. Donc ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Est-ce que par rapport à la France, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est peut-être par rapport au championnat français comme on pouvait nous l'être il y a peut-être 5 ans, 10 ans? Enfin, je ne sais pas si on peut faire une comparaison un petit peu sur voilà, la structuration, le niveau tactique ou c'est compliqué? Après, ce serait un peu difficile de faire une comparaison car ça reste quand même une île. Et par rapport à la France, je pense que même il y a 5 ans, la France était encore vraiment mieux développée que chez nous. Il faut savoir que chez nous, ça reste le niveau régional. Et donc, c'est un peu compliqué. Après, tactiquement, c'est sûr qu'on est encore loin du niveau de la France. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 équipes qui peuvent prétendre pouvoir jouer au niveau et en métropole. Mais après, pour le reste, ça reste un peu plus compliqué. Il y a encore du travail à faire surtout sur le plan tactique. C'est surtout là où on va pêcher, je pense. Ouais, on voit voilà, quelques photos, ce parcours donc en Martinique. Comment on se retrouve ensuite à être recruté en France? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que j'imagine ça devait pas être évident pour toi aussi de quitter la Martinique? Raconte-nous un peu voilà, cette période où tu es sur les parquets de ton île et puis à un moment donné, bah, il faut faire le grand saut entre guillemets. Et en fait, j'ai vraiment commencé à goûter au futsal quand j'étais à l'université. J'ai pu faire les championnats de France universitaires. C'était à Grandville à l'époque. Et du coup, c'est la première expérience que j'ai eue du futsal. Et ça m'a tout de suite plu. Et comme par hasard, la saison d'après, la Ligue de football de Martinique a lancé le championnat de futsal. Donc j'ai participé. Je suis sorti meilleur buteur du championnat. Et Philippe Armel, qui était un ancien coach au KB United, qui maintenant a créé son club en Martinique, où j'ai évolué, au Futsal Académie Martinique.
Il me propose d'aller faire un essai à Champ Futsal. Il venait de monter en D2. Donc, j'y vais. C'était Joanne Réger qui était le coach. Il y avait des joueurs comme Amand Bessa qui était au KB, Jean Pasquier aussi, qui était avec lui à cette époque. Donc, je suis allé, ça m'a plu, ça s'était bien passé, mais j'avais un peu peur de quitter le cocon familial à cette époque, donc je suis retourné en Martinique. J'ai signé à la femme, du coup, Futsal Academy Martinique. Et après, j'ai pu faire un petit stage à Nantes Métropole, un stage d'immersion, et là, je me suis vraiment plu à ce stage. Et mon objectif, c'était de retourner en métropole. Et par la suite, grâce à quelques contacts, j'ai pu signer en R1 à la Gironde Futsal. Et après, à partir de là, mon plan était vraiment bien dans ma tête. C'était faire quelques années en R1, espérer pouvoir monter avec la Gironde en D2. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Et au final, toujours en étant en R1, j'ai eu l'appel de King Gersheim en décembre dernier. Au début, j'avoue que pour moi, c'était une proposition folle. Je me suis dit peut-être que je vais pas un niveau, c'est difficile et tout. Et après avoir parlé avec mes proches, et notamment avec Philippe Ambédancon, qui me conseillait sur beaucoup de choses, j'ai pu accepter cette proposition et au final, je me retrouve en TV. Ouais, on va en reparler justement. Peut-être une dernière petite photo sur la sélection. Alors, jolie coupe, hein, Cédric. Et raconte-nous aussi un petit peu comment elle se structure cette sélection. Est-ce que, j'imagine, ça manque peut-être un petit peu de matchs. Enfin, raconte-nous où on en est dans cette sélection martiniquaise. Ben, effectivement, ben là, c'était le début de la sélection. Je crois que c'était notre 4e match qu'on jouait. C'était à domicile ici, si je me trompe pas. Donc, normalement, à la fin de cette saison, on devait jouer la CONCACAF Futsal. Donc, c'est un peu la Gold Cup pour l'équivalent du Foot à 11, avec les États-Unis, le Canada et Guatemala, Cuba, ce genre d'équipe. Malheureusement, il y a le Covid. Donc, ça n'a pas pu se faire. Et entre-temps, bon, la sélection s'est un peu cassée, on va dire, parce que le sélectionneur n'était plus en place. Mais d'après les échos que j'ai en ce moment, ben là, le sélectionneur sera bientôt nommé. Et si tout se passe bien, normalement, on devrait participer à la CONCACAF cette saison. Et le CONCACAF, c'est la CONCACAF, c'est entre guillemets les éliminatoires pour les pays d'Amérique du Nord. Donc normalement, on est censé participer. Donc, Ok, bon bah génial. Alors j'ai peut-être raté voilà, les choses se l'information. remettent en place. Ok, génial. Alors j'ai peut-être raté l'information, mais je pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont éligibles dans cette équipe de Martinique qu'on connaît en D1? J'ai pas l'impression, mais peut-être que. En D1, non, je pense pas qu'il y ait d'autres joueurs martiniquais qui sont éligibles. Ok, ouais, c'est bon. Voilà. Et par Peut-être contre. bientôt. Peut-être bientôt. Bah oui, j'espère. Bah non, mais la preuve que voilà, les recruteurs français, en tout cas les clubs français, peuvent aussi aller chercher des bons éléments en Martinique. Justement, t'en parlais un petit peu de la J-Aulnay Futsal. On va voir une ou deux photos. Tu disais comment se passent les premières semaines, l'intégration, le climat français. C'est pas trop difficile, loin de ta famille. Raconte-nous un petit peu. Non, sincèrement, ça s'est très très bien passé. J'ai été très très bien accueilli à la Gironde Futsal. Après, les contacts se sont faits pratiquement 6 mois avant que je signe. Donc, je savais où je mettais les pieds. Ça s'est très très bien passé, l'adaptation super rapide. Après, malheureusement, il y a eu encore un épisode Covid. Donc, du coup, pas de championnat sous ma première saison. Donc, voilà, j'ai dû prendre mon mal en patience. Mais après, voilà, on a quand même essayé de travailler comme on pouvait. Et après, la saison d'après, ben, on a quand même réussi. On n'a pas réussi notre objectif qui était la montée en D2, mais on a quand même gagné la Coupe Nouvelle-Aquitaine. La saison d'après, ils ont été champions de Nouvelle-Aquitaine. Ils ont raté la D2 de peu. Mais sinon, c'était un très très bon épisode pour moi à la Gironde Futsal. Ils m'ont donné beaucoup de choses. Et puis là, c'est le diplôme, mon BMF Futsal, mon BMF foot traditionnel. Donc, c'est un club qui m'a beaucoup apporté. Ouais, c'est marrant parce que j'allais justement poser cette question. Je disais, j'ai l'impression que tu es très reconnaissant. Et l'inverse aussi, enfin, on a l'impression au moment où tu es parti à Kingersheim, voilà, ça leur a fait du mal, mais en même temps, ils étaient fiers d'envoyer un joueur en D1, entre guillemets. Oui, c'est sûr que ça leur a fait un peu de mal. J'étais quand même capitaine du club. Donc, entre guillemets, quitter le navire après 6 mois de compétition, c'est dur pour les coéquipiers, pour les dirigeants. Mais après, ils ont aussi compris que c'était une opportunité qui peut-être qui n'aurait pas pu se représenter. Donc après, ça s'est fait correctement. La preuve encore, à Laval, il y avait le coach et le coach adjoint qui sont venus voir le match. Donc voilà, on a toujours des très bons rapports. Et voilà, comme je leur ai toujours dit, je suis très reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi et dans ce meilleur.
Bon, bah, génial. Et justement, la transition est toute faite. T'en parlais. Kingersheim, voilà, donc qui arrive. On a compris un petit peu comment ça s'est fait. Raconte-nous le passage de la R1 à la D1. Et tu t'es quand même plutôt bien acclimaté assez rapidement. Mais j'imagine c'est quand même nouveau pour toi découvrir voilà des nouvelles équipes, des coéquipiers. Comment ça s'est passé les débuts et sur quoi justement ça a été peut-être le plus difficile sur les premiers jours, les premières semaines? Ben, sincèrement, pour moi, ça a été très dur la première saison parce que c'est deux mondes hein, entre la R1 et la D1. Il y a vraiment c'est totalement différent sur tous les aspects, tactiquement, techniquement, dans l'intensité. Tous ces aspects, c'était vraiment, voilà, fallait vraiment switcher et passer à un autre niveau. Donc ça a été assez compliqué quand même. Je vais pas dire que je me suis vite acclimaté. J'ai essayé de me mettre au niveau, mais c'était quand même difficile. Après, voilà, on arrive dans un vestiaire où c'est un peu international. On a des Brésiliens, des Espagnols. Donc, voilà, parle plus tous la même langue, donc il faut s'adapter également. Donc, ça a été assez difficile. Bon, après, voilà, à Kingersheim, c'est un club assez familial, donc toujours là pour aider. Donc, au final, après, l'adaptation s'est faite naturellement au fur et à mesure. Et maintenant, aujourd'hui, je suis assez bien adapté au club, à l'Alsace également, car c'est pas le même climat qu'en Charente-Maritime. Moi, je suis Ouais. arrivé le premier jour, il neigeait, c'était difficile. Mais sinon, voilà, ça se passe très bien. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps de jeu. Et voilà, je continue à apprendre. C'est en cours d'apprentissage, car en 6 mois, on n'apprend pas. Ouais, mais c'est intéressant comment t'expliques justement ta réussite. Enfin, c'est vrai que quand on a vu voilà, le club de Kingersheim annoncer ta venue, on s'est dit tiens, c'est un recrutement intéressant, osé peut-être d'une personne qui vient d'un club de régional. T'as prouvé que tu pouvais avoir ta place en D1 et faire de très bons matchs. Est-ce que justement ça ouvre pas la voie à des joueurs qui sont en régional ou justement même à des clubs de D1 d'aller piocher? En fait, qu'est-ce qui manque à certains joueurs qui évolue en R1 pour justement arriver comme tu l'as fait en D1 de futsal? Je pense que ce qui peut peut-être manquer à certains joueurs de R1, c'est la connaissance tactique. J'avoue que le fait d'avoir passé mes diplômes, tactiquement, ça me donne un bagage supplémentaire par rapport à d'autres joueurs peut-être. Et après, de mon côté, moi, j'ai toujours été un bosseur, c'est-à-dire que si j'ai que des lacunes sur certaines choses, je vais m'appliquer à travailler ces choses pour pouvoir voilà, avoir une meilleure version de moi-même. Donc, je pense que voilà, c'est deux petites choses qu'il faut que certains joueurs de R1 qui souhaitent aller plus haut niveau. C'est sur ces points qu'ils travaillent, la tactique et la rigueur. C'est les choses les plus importantes, je pense, en D1. Après, il y a des joueurs en R1 qui techniquement sont vraiment des phénomènes. Ouais. Et voilà, après, c'est la rigueur tactique qu'il faut travailler. Ok, très bien. Une petite vidéo qu'on a préparée. On parlait notamment voilà, de la saison dernière. On est obligé de la remettre celle-là, mais c'est vrai que quand on parle d'un joueur de Kingersheim, raconte-nous là, même si on l'a beaucoup entendu, on avait reçu notamment Jawad Belaïnoussi. Est-ce que c'est peut-être un de tes meilleurs souvenirs de joueur de futsal, cette folie là avec Zouhir Boumaza qui marque voilà, dernier centième de seconde? Ah oui, ça je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs. Là, j'en ai encore des frissons juste en voyant les images. J'étais assis, j'étais en train de me dire que voilà, on était en D2. J'y croyais pratiquement plus. Franchement, j'y croyais plus. Et voilà, balle arrive en pleine lucarne après, c'était les émotions, voilà, ils étaient multipliées par je sais pas combien, 1000, 5000, je sais pas, mais c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. En plus, devant notre public, c'était magnifique, c'était magnifique. Alors, 10 secondes avant, c'est le coup de Nito et on est en D2. Hein. Ouais. Non, mais c'était magnifique, c'était incroyable. Ah, énorme. Et est-ce que justement ce moment-là qui s'est passé en toute fin de saison dernière, est-ce que peut-être tu as l'impression qu'il vous sert cette année et qu'il a pu vous aider notamment dans certains bons résultats que vous avez pu faire? Ah oui, ça nous aide parce que voilà, maintenant notre slogan c'est jusqu'au buzzer, c'est-à-dire on se bat jusqu'à la fin. Et on a pu le voir en cette saison, on gagne des matchs, mais on n'a jamais ouvert le score. C'est-à-dire que par exemple contre Nantes, on est mené 2-0 à la mi-temps, mais c'est pas pour autant qu'on baisse les voix. On va chercher la victoire. Contre Paris Sporting, ils ouvrent le score également, mais finalement, à la fin du match, on gagne. Goal pareil, je crois qu'il y a 2-0 à la mi-temps ou 2-1 si je ne me trompe pas. Chaque fois on est mené, mais voilà, en fait, grâce à entre guillemets à cet épisode, on se dit que jusqu'à la fin, s'il y a un but, deux buts d'écart, on peut aller chercher quelque chose. Donc on lâche rien et voilà. Et après, comme j'ai dit, là, encore une fois,
le fait d'avoir vécu des moments difficiles la saison dernière, ça a vraiment renforcé l'esprit d'équipe. Et maintenant, voilà, les joueurs qui sont arrivés aussi sont rentrés dans le moule et voilà, on a un vrai groupe où voilà, tout le monde essaie de s'entendre avec tout le monde et c'est ça qui fait notre force également. Ouais, et un petit mot quand même pour Zouhir Boumaza. J'avais peut-être cru comprendre qu'il allait peut-être dépanner de temps en temps. Il en est où, Zouhir? Il va revenir? Tu as des infos ou pas? Non, malheureusement, j'ai pas d'infos sur ce cas pour l'instant, mais voilà, Zouhir Maza, c'est une légende au club, hein. Donc, quand il reviendra, ce sera avec plaisir, hein. Ce sera quelqu'un qui va apporter de l'expérience et c'est quelqu'un qui pourra faire encore monter le niveau de l'équipe. Donc, s'il Alors, revient, c'est avec grand plaisir. on le salue en tout cas, voilà pour l'un des gros exploits de l'histoire de la D1 de futsal, ce but à la toute dernière seconde. Encore une ou deux petites questions voilà, sur Kingersheim. On disait un bon début de saison, notamment il y a eu 2 belles victoires lors du mois précédent. Voilà, cette équipe, Kingersheim, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a toujours des choses à la dernière minute, des changements, etc. Mais cette année, on a l'impression que vous avez trouvé un bon équilibre avec un beau recrutement, des joueurs cadres aussi comme toi, comme Moussa Haddad, comme Emmanuel Giovinazzo également. C'est quoi la recette là de ce bon début de saison? Mais la recette de ce bon début de saison, pardon, c'est aussi à mettre au crédit des dirigeants qui essaient de structurer le club de mieux en mieux. L'année dernière, je crois qu'on était à 5 entraînements de semaine. Là, cette année, on en est à 7 par semaine. Avec le mardi et le jeudi, on a 2 entraînements. On voit que voilà, le travail, ça paye. Le président qui est arrivé, voilà, il essaie de mettre les choses un peu plus professionnelles, on va dire. Donc, il y a ça qui déjà permet à ce qu'on fasse un meilleur début de saison. Et après, voilà, le recrutement aussi, il est très intéressant. On voit qu'il y a des joueurs comme Oscar, comme Mojino, comme Mathéos qui viennent d'arriver. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont décisifs. Donc voilà, ça apporte un peu plus de qualité au groupe par rapport à l'année dernière. Et puis le travail tactique qu'on fait aux entraînements aussi, qui est un peu plus poussé. Donc plein de petites choses qui viennent s'ajouter, qui par rapport à l'année dernière permettent qu'on soit meilleur. Ouais, puis on voit cette photo qui a été prise à Belfort aussi. On espère hein, de vous revoir dans ce beau gymnase. C'est sympa de jouer là-bas. Malheureusement, on avait eu des petits soucis pour du direct. Mais en tout cas, on espère qu'on pourra vous revoir. C'est important aussi ça de jouer devant voilà, une belle salle, du public. J'imagine que ça fait plaisir quand on est joueur. Effectivement, la salle, elle est magnifique. Après, voilà, on a certains partenaires qui sont de là-bas. Donc c'est important aussi de pouvoir de temps en temps aller jouer là-bas pour aussi leur donner un peu de reconnaissance. Donc, je pense qu'on va y rejouer durant la saison et cette fois, j'espère qu'on pourra être vu sur la plateforme. Mais voilà, effectivement, quand on est joueur, jouer dans une salle comme celle-ci, c'est bien. Comme celle de l'Espace Mayenne, dernièrement, c'est des souvenirs qui sont top également. Il faut juste installer une bonne connexion et après ça sera bon. Voilà, faut négocier ça auprès des collectivités de la mairie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec plaisir parce que cette salle, elle est vraiment jolie du côté de Belfort. Bon, voilà pour le petit tour de Kingersheim. On avait une dernière petite photo voilà, sur le bon résultat de l'équipe du mois d'octobre. Et puis la dernière avec cette équipe. Tu disais, c'est un club familial. C'est vrai qu'on a l'impression vraiment que vous vous entendez tous bien. Voilà, c'est quoi un petit peu le quotidien, l'ambiance avec les autres joueurs? Tu le disais, en plus, c'est une équipe avec beaucoup de nationalités différentes, mais au final, on a l'impression que voilà, sur le terrain, ça se passe super bien. Non, franchement, ça se passe super bien. Il y a très très bonne ambiance cette saison. Et en plus, voilà, quand entre guillemets les résultats sont là, ça aide encore plus. Franchement, voilà, on voit les dirigeants, les bénévoles, tout le monde. Voilà, il n'y a pas, entre guillemets, il y a pas de clan. Je suis bénévole, je suis joueur. Tout le monde en est ensemble à l'entraînement, ils viennent à l'entraînement, tout le monde rigole ensemble. Et voilà, c'est vraiment un bon enfant, vraiment un club bon enfant. Quand il y a un petit souci, ils sont toujours là pour aider les joueurs. Et voilà, en fait, ça se passe très bien. Même avec la barrière de la langue, tout le monde arrive à se comprendre, parlant un peu français, un peu anglais, un peu espagnol, un peu portugais, mais au final, tout le monde se comprend et c'est ce qui fait, voilà, qu'il y ait une bonne ambiance.
Ouais, et puis on fait une dédicace à Jawad Belaïn aussi, le coach qui fait beaucoup de kilomètres, qui s'implique sur les réseaux sociaux, sur la médiatisation aussi globalement du futsal. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir des gens passionnés. Et en tout cas, on espère que cette équipe de Kingersheim pourra continuer à surprendre quelques équipes. Et bon, on vous souhaite peut-être pas le même maintien, même si pour les émotions c'est cool, mais on espère que vous serez sauvés un peu avant cette année. Oui, on espère aussi pouvoir se sauver un peu avant parce que je sais pas si tous les cœurs pourront tenir. C'est clair. Voilà un petit peu pour cette interview avec Cédric Desgras. Merci. Voilà, on a appris un petit peu, voilà, un petit peu de ça. Il y avait une dernière petite photo quand même, parce que c'est vrai que tu t'en as parlé. Hein, on l'a senti aussi dans ton. Il y a ce rapport avec la Martinique, il y a ce rapport aussi avec le fait d'avoir passé tes diplômes. C'est important. Comment tu vois peut-être l'après-carrière? T'es encore jeune, t'as 30 ans. Mais est-ce que retrouver la Martinique, peut-être entraîner des jeunes, voilà, est-ce que ça peut être des projets aussi? Parce que, mine de rien, tu es quand même un ambassadeur du futsal martiniquais, grâce aussi au fait que tu sois en D1. Oui, effectivement, ça, c'est des projets qui sont déjà sous lesquels je suis déjà en train de travailler, ma reconversion, car effectivement, comme tu dis, je suis un peu un ambassadeur du futsal pour la Martinique et je veux vraiment pousser les jeunes Martiniquais à pouvoir évoluer en D1 dans le futur. Donc voilà, pour l'instant, je me concentre encore sur ma carrière de joueur. Mais voilà, il y a déjà des projets qui vont se mettre en place pour les jeunes avec la Ligue. Je parle régulièrement avec des personnes de la Martinique pour pouvoir mettre des choses en place. Et quand le temps sera venu, bien, les choses seront mises en place. Et voilà, moi, en tout cas, mon objectif, c'est pouvoir développer le futsal en Martinique dans le futur. Ouais, et puis tu le disais, pour terminer, tu avais eu la chance de participer à un stage au Nantes Métropole. Je sais que récemment aussi, il y a un jeune gardien, j'ai un doute si c'était martiniquais ou guadeloupéen, mais qui est venu aussi, qui a fait un stage. Est-ce que ça va dans le sens justement du développement, de faire découvrir un petit peu le haut niveau? Et puis si un club se dit que le joueur qu'on a reçu est plutôt bon, peut-être le faire signer, ça peut être déjà une première chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, comme il s'appelle Melvin Brice, il a été au Nantes Métropole Futsal. Et voilà, c'est la même chose en fait. Son club l'a envoyé faire un stage et je pense que lui aussi, ça va lui permettre des objectifs de revenir en métropole pour la D1. Et je pense que tous les clubs devraient essayer de faire cette démarche pour leurs joueurs, essayer de leur faire découvrir ce haut niveau pour voilà, donner des objectifs un peu plus élevés aux gamins là-bas. Ok, génial. Et ben, on suivra tout ça, évidemment, le développement du futsal en Martinique. Et j'avais pu échanger lors du mondial futsal à Nantes avec un dirigeant martiniquais qui nous avait aussi expliqué un petit peu tout ça. C'était vraiment sympa. Donc voilà, évidemment. Et puis on espère d'autres joueurs martiniquais en D1 de futsal dans les années à venir. On va passer au portrait chinois. Voilà, rapidement. Rapidement, quelques petites questions pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Quelle est ta destination de vacances préférée? La Martinique. Normal. Ta couleur préférée? Le rouge. Ton geste technique préféré? On va dire la roulette. Ok. Ton gymnase préféré? Espace Mayenne. Ok. Si t'étais un chiffre? Le 8. Ok. Un smiley que tu utilises beaucoup? Cœur. Ah, c'est mignon. Un club de futsal? Club de futsal. Futsal Académie Martinique. Bah oui, je sentais que tu voulais le dire. Et on t'en voudra pas à Kingersheim, c'est normal. Ton joueur de futsal favori? Diego Zufo. Diego? Diego Zufo du Barça. Ah, ok, très bien. Diego, ouais. Ta qualité? Le respect. Ok. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un? Je dirais Russell Westbrook, joueur de basket. Ok, ouais, joueur américain. Ton film préféré? La saga Harry Potter. Ok. Combien de langues tu parles? On va dire 2, le français, le créole martiniquais. Et après, je bidouille un peu de portugais, un peu d'espagnol.
Ah bah t'es obligé maintenant. Quelle était la première personne au courant de ton transfert à Kingersheim? La mère de ma fille. Très bien. Ton sport préféré, autre que le futsal? Le basket. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir. Euh, Lire dans les pensifs. Si tu étais un instrument de musique. Euh, la flûte, peut-être. Ok. Ton repas favori avant un match. Avant un match, il dit pâtes. Ok. Ton expression préférée. Hmm, Vamos, on va dire en ce moment, vamos. Ok. Ton dessin animé préféré. Détective Conan. Ok. Bon, Marie qui réalise connaît, mais moi je connais pas. Pas encore vu ça. Et enfin, si tu avais un conseil à donner, voilà, ou en tout cas un conseil à donner aux jeunes, ou un conseil que peut-être qu'on t'a donné, qui t'a servi par la suite. Ben, toujours croire en ses rêves, en fait, et se donner les moyens de les réaliser, car je pense que pour moi, le travail, il est toujours récompensé, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Donc, croire en ses rêves et travailler pour les réaliser, tout simplement. Ok, très bien. Et ben c'est génial. Je te propose de passer à la dernière séquence de cette émission. C'est la prochaine journée. Et on va enchaîner durant ce mois de novembre, pardon, donc avec 3 journées consécutives. Et donc samedi 11 novembre, Kingersheim face à l'AC Ajaccio, Gaulle face à Nantes, Béthune qui reçoit Hérouville, le Sporting Club de Paris face au Paris Acaza, le KB face au Toulon Elite Futsal, l'UJS Toulouse face à Laval. Quelques très beaux matchs. À 16h30, Kingersheim Ajaccio. Match obligatoire, match important, pardon. Deux équipes qui doivent réagir après une défaite. Tu t'attends évidemment à un match pas facile, j'imagine, mais c'est plutôt bien de pouvoir les recevoir à domicile. C'est sûr, ce sera un match très difficile. Comme tu as dit, on les reçoit, donc entre guillemets, c'est un petit avantage, mais ça ne veut rien dire. On a vu que ce week-end, il y a eu 4 victoires à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ça ne veut rien dire, mais voilà, c'est un match qu'on va très bien préparer. On sait que c'est un match qui va compter pour le maintien. Donc, pour nous, c'est une petite finale à jouer. Voilà, donc sur cette journée, vous aurez les 6 matchs consécutifs et à noter quand même 2 très belles affiches à 21h. Ce sera dur de choisir le KB face à Toulon et enfin l'UJS Toulouse face à Laval. Et justement, l'affiche de cette journée, ce sera l'UJS Toulouse face à l'Étoile Lavalloise. Tout simplement le deuxième invaincu à domicile face au premier qui reste sur cette victoire consécutive. Ça va être un vrai test pour les Toulousains et on va voir si Laval va pouvoir continuer sa marche en avant. Donc voilà pour l'affiche de cette journée et ça nous promet en tout cas une très belle, un très beau samedi 11 novembre, voilà, à suivre en direct sur futsalzone.tv en exclu et en intégralité. Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous. Je te laisse le petit mot de la fin. Voilà, on te met en plein écran si tu as un message, un mot à faire passer. Voilà, c'est ta tribune, n'hésite pas. Non, mais déjà, un grand merci pour l'invitation. Encore, on vous le dit souvent, mais merci pour le travail que vous réalisez, car c'est vraiment très important pour les clubs d'avoir votre plateforme qui nous permet, voilà, nous de voir, déjà aux spectateurs de voir les matchs, mais nous aussi au club de pouvoir travailler. Après, une petite dédicace à voilà, la Martinique, à la Futsal Académie Martinique, à mes amis d'enfance, des confrères du quartier qui me suivent, qui m'envoient souvent des messages. Et message à la famille, à la maman, ma petite famille, Sabrina Sanaï, je vous embrasse. Et voilà. Eh ben, c'est très bien, c'est parfait. Voilà, les copains seront contents évidemment d'avoir entendu cette petite dédicace. Merci beaucoup en tout cas Cédric. Voilà, donc rendez-vous samedi prochain pour la prochaine journée avec donc ce match entre Kingersheim et l'AC Ajaccio. N'oubliez pas quand même demain à 20h sur la FFF TV, le tout premier match de l'histoire de l'équipe de France féminine de futsal. Ça sera à Nantes, ça sera contre la Finlande et ça sera à suivre. Voilà, soyez au rendez-vous à 20h. Merci en tout cas Cédric, plein de bonnes choses pour la suite de cette saison et voilà, on espère te revoir très vite avec des jolis buts notamment.
Et merci, je le souhaite également. Merci beaucoup. Encore merci pour l'invitation. Allez, merci à tous. Passez une excellente soirée. On se retrouve donc samedi prochain pour la prochaine journée de D1 de futsal. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.